Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Nous sommes dans une rubrique Kaya avec aujourd'hui au micro ma collègue et amie Candice. Salut Michel. Bonjour Candice. Et alors nous avons un invité, c'est Eric. Et la première question justement pour te présenter, c'est de te dire un peu à nos auditeurs et auditrices qui tu es d'abord. Comment tu te définirais, qui tu es, qu'est-ce qui te représente ? Eh bien bonjour Michel, bonjour Candice, bonjour à tous. Mon nom c'est Eric Devrez. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce qui me caractérise, disons, on va parler de positivisme et on va essayer d'avancer avec ça. Tu peux nous décrire un peu dans quel secteur est active ton entreprise et comment elle se nomme ? Peut-être avant de parler de l'entreprise que j'ai actuellement, peut-être un petit flashback. Moi j'ai un lourd passé, je dirais. J'ai embrassé le grand capitalisme à plein bras. J'ai fait des études économiques, puis j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une multinationale américaine pétrolière bien polluante appelée ExxonMobil. Mais voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à me poser pas mal de questions par rapport à ce que je faisais là-bas. Et j'ai toujours été un amoureux de l'environnement. J'adore me promener en forêt ou en montagne. Et je voyais un peu le monde se dégrader. Puis je voyais une entreprise qui n'avait pas l'air de vouloir réellement emboîter le pas. Et j'avais une responsabilité. J'étais directeur du réseau des stations Esso pour le Benelux. Donc je vendais finalement du carbone. C'était mon métier. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Jusque finalement, il y a 5 ans, remettre ma démission à ExxonMobil. Et j'ai décidé à ce moment-là de consacrer le reste de mon temps de travail à faire de l'impact. Alors j'avais envie d'applaudir, mais je me suis dit si j'applaudis, je vais faire péter les micros en saturation. Mais voilà, mon intention était là. J'applaudis, bravo. Bravo pour ce courage de démissionner. Chapeau, respect, total. Une décision engagée, quoi. À fond, j'adore. Oui, maintenant, j'ai pu le faire aussi dans des conditions, je ne suis pas parti sans rien, je dirais. Okay. Mais du coup, ça m'a permis de me consacrer à l'impact, justement, de manière très positive et de pouvoir également un petit peu, je dirais, choisir mes clients et avoir ce luxe d'accompagner des gens qui sont, je dirais, dans une certaine bienveillance par rapport à la planète, par rapport aux autres, et de les aider et de les accompagner à rendre leur activité encore plus vertueuse si elle l'était déjà ou plus vertueuse si elle l'était moins. Tu as un élément de réponse qui m'intrigue. Tu dis, il y a un moment, j'ai remis ma démission, mais une des questions que j'avais envie de te poser, c'est quel moment a fait le déclic ? Quand a apparu le déclic ? Pour 1, démissionner, et puis pour 2, créer ton entreprise. Et là, ça fera la transition vers on parle de mon entreprise. D'accord. Eh bien, il n'y a pas eu vraiment un déclic, dans le sens que je pense que c'est un phénomène qui s'est lentement installé pendant des années, comme un vase se remplit. En méthode agile. Voilà, exactement. Donc le vase s'est rempli progressivement. J'ai commencé à avoir de plus en plus de mal, je dirais, à me regarder dans la glace le matin. Par contre, c'est vrai que ce genre de société, c'est une véritable prison dorée, dans le sens qu'on a des très bonnes conditions de travail, on a une bonne rémunération, et donc partir n'est pas évident. Et donc du coup, on a cette espèce de dissonance cognitive. C'est ça. Entre j'aimerais bien partir, j'aime plus ce que je fais en fait, j'ai envie de donner du sens à mon job. Et d'un autre côté, j'ai une vie confortable, j'avais déjà à l'époque plus de 50 ans, est-ce que je pars ? Et puis bon, le déclic, c'est évidemment aussi qu'il y a eu une possibilité de partir, pas sans rien, je dirais. Et ça a déclenché, là j'ai tout de suite foncé dessus. Et l'opportunité était là. Voilà. Oui, donc c'est plutôt une fracture intérieure que tu vivais qui commençait à devenir vraiment dérangeante. Exactement. D'ailleurs, on en parlera peut-être, mais 1 an après, ça m'a rattrapé. J'ai fait une maladie assez grave dans laquelle j'aurais pu rester. Et je suis persuadé que c'est dû à une accumulation de mauvais alignements de valeurs. C'est ça. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup mieux, quoi. Et ça se voit, t'es souriant et t'es bien en forme. Partout on le croise, toujours. Explique-nous un peu ce que c'est CircleDev. Alors CircleDev, donc, c'est une entreprise que j'ai créée pour accompagner d'autres entreprises ou d'autres organisations qui veulent devenir, je disais, plus vertueuses. On va faire de l'accompagnement en sensibilisation. J'aime beaucoup la sensibilisation parce que je pense qu'une grosse partie du problème aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe et ne comprennent pas les manières dont ils peuvent agir. Et donc les sensibiliser, c'est déjà une grande clé au problème, à la résolution, je dirais, des problèmes liés au réchauffement climatique et aux problèmes environnementaux. Puis ensuite, il y a toute la partie accompagnement de l'entreprise où on va regarder le business model de la boîte et essayer de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire la même chose mieux ? Oui. Ou est-ce qu'on pourrait même faire les choses un peu différemment, carrément, et aller vers, un produit ou un service qui est plus en ligne avec le monde vers lequel on va et qui est plus respectueux des limites planétaires en général, quoi. C'est ça. Donc de 1, par la sensibilisation, donner le choix, permettre de voir ce qui est possible, et puis proposer des solutions directement en lien avec les services et les produits qu'ils proposent. Voilà, et donc c'est assez complet. On va comprendre les impacts de l'entreprise, on va comprendre les risques de la transition, on va comprendre les opportunités.
Et suite à tout ça, on va embarquer les équipes dans un programme de changement avec des projets, avec des KPI, avec des personnes nommées, des deadlines. J'aime bien ce que tu dis. Alors, ça me fait penser à quelque chose. On s'est croisés à la journée agile du 23 mai à Liège et je me demandais quel est le lien que tu fais avec l'agilité et ton activité alors du coup. Ils sont aussi orientés écologie à la journée agile, hein, c'est clairement. Tout à fait. Donc là, j'ai fait du bénévolat pendant une journée, j'ai aidé un petit peu l'organisation. Ça s'est fait un petit peu par hasard dans le sens que j'avais une amie qui était dedans et qui m'a proposé de la rejoindre. Mais c'est vrai que c'était d'abord le fait que la journée agile était également axée durabilité. Il y avait Frédéric Laloux pour The Week l'année passée. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une chose, peut-être un autre lien avec l'agilité, mais là, on ne parle pas trop de l'agilité IT, on parle de l'agilité en général. C'est ça. C'est que je pense que quand on fait de la durabilité en entreprise, on doit adopter la même démarche. Exact. C'est-à-dire, il faut dire au patron, on ne va pas s'embarquer dans une usine à gaz, sur un plan à 10 ans, et dans un espèce de train qu'on ne peut plus arrêter, qui va peut-être coûter de l'argent. Eh bien non, on va avancer step by step au rythme où l'entreprise a envie d'avancer. Incrémental. Partir d'où elle est et réviser régulièrement les ambitions. On peut diminuer, on peut augmenter. Ça fait 2 fois que tu me donnes envie d'applaudir. Je ne peux pas dire plus. Une trajectoire, en fait. Je trouve qu'il y a un vrai lien entre les deux. Ça me paraît une évidence, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un m'en parler, chapeau pour ça. Ça veut dire quoi concrètement, entreprendre autrement pour toi? Et entreprendre autrement, c'est une manière, c'est une philosophie de vie pratiquement, Oui. parce que c'est changer de paradigme, c'est dire je ne vais plus bosser uniquement pour faire du profit, accumuler des richesses à tout prix, mais je vais bosser dans quelque chose qui a du sens. Et croyez-moi, le sens, ça rend vraiment heureux. Donc, et ça rend plus heureux que l'accumulation de richesses. On va réellement se dire, tiens, mon entreprise, comment je la développe? Évidemment, il faut gagner sa vie, la logique de profit, elle est là. Moi, personnellement, je viens du monde de l'entreprise, comme je l'ai dit. Une entreprise qui ne fait pas de profit, elle fait faillite et puis elle disparaît. Tu es réaliste sur tes elle n'a besoins. pas du tout de valeur ajoutée non plus au niveau durabilité si elle fait faillite. Il faut une logique de profit, il faut faire des bénéfices, il faut gagner de l'argent, mais pas à outrance et pas au détriment des autres, pas au détriment de ses employés, pas au détriment de ses parties prenantes. Et pas au détriment de la planète, c'est-à-dire qu'il y a des limites planétaires qu'on atteint, dont on se rapproche en tout cas tous les jours. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a beaucoup d'autres choses. L'effondrement de la biodiversité est encore plus préoccupante. Toutes ces choses-là sont causées par l'homme actuellement. Et il est temps qu'on essaye de se poser la question, est-ce qu'on pourrait envisager un modèle où on fait les choses différemment et où on fait les choses en respectant ses limites, en respectant les autres, et en gagnant notre vie raisonnablement, en arrêtant peut-être de surtravailler et de surconsommer pour compenser le surtravail. C'est ça. Donc pour toi, elle est Donc là, la voilà. notion de sens. Elle est vraiment dans le fait de respecter à la fois les limites planétaires, les planchers sociaux. C'est ça pour toi, la notion de sens? Oui, et je crois que je suis maintenant relativement bien placé pour en parler parce que j'ai vécu dans ce monde où je visais la réussite sociale, où je visais le gros salaire, où je visais les promotions, où je visais la grosse voiture, la grosse maison, peut-être même comparer la voiture à son voisin pour être bien sûr qu'on est plus grosse que lui. Dans un monde très compétitif, j'étais dans une boîte américaine où on faisait un ranking chaque année, où on se comparait les uns les autres, qui est le meilleur. Tout ça n'a pas beaucoup de sens parce que finalement un monde coopératif, un monde où on va se faire confiance plutôt que se faire concurrence et avoir peur de l'autre, c'est un monde franchement qui rend plus heureux. Donc il faut tout faire pour tendre vers ça. Je trouve que l'homme n'est vraiment pas très doué pour comprendre ce qui le rend heureux en fait. Oui. Qu'on apprend ça dès le départ dans les écoles. Moi, quand un enfant me dit « Papa, j'ai eu une mauvaise note à l'école », je lui réponds « T'es pas là pour faire la compétition avec les autres. » Voilà, tant que tu as compris ton erreur et que tu as fait de ton mieux, c'est ce qui compte. Arrête d'être dans la compétition, il faut être ensemble. Et je crois que ça commence là, des problèmes. Et ça va nous mener une question pertinente par rapport à ça. Tu parlais de certaines limites sur le fait de s'enrichir, pas au détriment des autres. Ça implique une notion de réflexion sur les gouvernances d'entreprise. Notamment, tu en accompagnes d'autres, donc c'est très important pour toi. Tu peux nous en parler? À quoi tu fais attention? Parce que la santé, par exemple, des employés, c'est aussi une question d'environnement. Quand les gens sont malades et qu'ils prennent des médicaments parce qu'ils sont en burn-out, ils polluent. Bien sûr. Et ils font fonctionner les entreprises pharmaceutiques. Et ils sont profondément malheureux de ce qui leur arrive également. Exactement. fait. Exactement. Donc il y a beaucoup de raisons en effet d'essayer d'éviter ça, à la fois d'ailleurs pour l'entreprise parce que ça pose énormément de problèmes de gestion, pour les employés parce que ça leur rend malheureux et pour l'environnement parce que c'est vrai que quelque part tous ces médicaments et tout ça c'est pas terrible. La notion de gouvernance en entreprise est très importante. Je vois la gouvernance comme un système en fait qui permet justement de véhiculer des valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'arrivait au départ de temps en temps de faire des sensibilisations et puis tout s'arrêtait après en fait. Il ne se passait plus rien parce qu'il n'y avait justement pas de gouvernance. La gouvernance, c'est vraiment marquer la volonté de l'entreprise, du chef d'entreprise, du comité de direction et peut-être de l'ensemble des employés, d'avancer en mettant par exemple des checks réguliers, des réunions, une obligation de mettre à l'agenda à chaque réunion, tiens, est-ce que ça a un impact au niveau ESG, environnement, social, gouvernance?
Donc tout ça est extrêmement important si on veut que les bonnes résolutions qu'on fait au terme d'un accompagnement perdurent et restent dans le temps. Parce que sinon on assiste souvent en effet à beaucoup de bonnes intentions mais qui ne se concrétisent pas toujours. C'est vraiment important, c'est un élément que tu mets en avant aussi dans ton approche et le conseil aux entreprises que tu Oui, accompagnes. j'ai même une formation dédiée à la gouvernance durable. Donc oui, clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement au niveau politique pour que finalement, une entreprise comme la tienne ou celle que tu accompagnes, ça devienne une norme? Le politique est très important. Le politique représente normalement la volonté collective, hein, c'est un peu le but, dans un système démocratique, même si parfois on peut se poser des questions. C'est extrêmement important, pas seulement au niveau belge, au niveau européen aussi. Hein. Ceux qui sont un peu familiers avec le sujet savent que la CSRD, donc l'obligation de faire un rapport Tout à fait. environnemental pour les entreprises, qui est une directive européenne, son application a été postposée de 2 ans, son scope a été diminué. Et tout ça ne fait pas de bien. On a besoin de règles, on a besoin de normes, on a besoin d'obligations, afin que ceux qui fassent des efforts soient sur un même niveau, je dirais, D'égalité. on dit level Compétitivité. playing field en anglais, C'est ça. un même niveau d'égalité avec ses concurrents qui peut-être ont des pratiques moins vertueuses. Aussi bien, je suis totalement persuadé à terme qu'avoir une politique durable, une stratégie durable aide l'entreprise, même financièrement. Aussi bien à court terme, souvent, c'est un investissement. Et cet investissement, s'il doit être consenti par certains et pas par d'autres, ça risque de fausser le jeu et finalement de défavoriser les entreprises les plus vertueuses. Donc oui, au niveau politique, ce serait bien en effet de ne pas détricoter la CSRD, ce serait bien d'imposer aux entreprises quand même des minima en termes sociaux, des minima en termes environnementaux pour garantir à tous que le monde de demain sera agréable à vivre pour nos enfants. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as rejoint la coalition Kaya? Ça a été un élément déclencheur aussi dans tes choix de rejoindre Kaya? Oui, alors je vais avouer que je suis dans quelques organisations, chaque fois qu'elles attirent ma sympathie, et Kaya attire tout à fait ma sympathie, écopreneur. Je crois que quand on travaille dans le durable, on a besoin aussi de se retrouver avec des gens qui sont animés par les mêmes valeurs, parce que de temps en temps, on a besoin aussi de se ressourcer entre nous, je dirais, parce qu'on est parfois quand même confronté à des gens qui n'ont pas beaucoup envie de bouger, c'est parfois très frustrant, de détricotage politique, par exemple, CSRD, j'en parlais, mais tout ça, c'est parfois un peu minant, donc si on veut rester dans un esprit positif, un esprit optimiste, il est très important de se ressourcer entre nous, donc ça c'est une raison pour laquelle j'ai rejoint Kaya, ou d'autres organisations où se trouvent des personnes animées par ces valeurs. Et puis Kaya, oui, cette espèce d'advocacy au niveau politique est très très importante, comme je te le C'est pour disais ça que j'ai juste fait le avant. lien, Donc ouais. ce sont les 2 raisons principales, en dehors du fait que Candice c'est très sympathique et que je suis très content. Je suis assez d'accord avec toi, c'est très sympathique. Candice, d'ailleurs, elle anime cette communauté avec un enthousiasme, un sourire, un savoir-être, un savoir-faire incroyable. Moi, je suis bluffé par ses talents, donc je ne peux que corroborer tes dires. Alors, Eric, si aujourd'hui tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? T'as tout pouvoir, hein. Laisse Oui. l'utopie prendre place. Tout est possible, là, tout de suite, maintenant. Peut-être au risque de répéter un tout petit peu certains éléments que j'ai déjà dit, je crois que j'essaierai d'éveiller la conscience de chacun sur ce qui rend heureux. L'homme n'est pas extrêmement doué pour comprendre ce qui le rend heureux. Il pense toujours que des richesses va le protéger de tout, va lui donner accès à une consommation matérielle qui va le rendre heureux. Beaucoup d'études le prouvent. C'est pas la piscine dans le jardin ou les selfies au bord de la plage qui rendent heureux. Ce qui rend heureux, c'est retrouver la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance dans l'avenir, la confiance dans le monde. Ce qui rend heureux, c'est l'altruisme, la générosité, s'occuper, le care en anglais, ça rend vraiment heureux. Contribuer. Et donc voilà, je pense, moi vraiment j'ai vécu les deux. Je peux vous dire aujourd'hui, je vis avec probablement, je dirais, 1/10 du salaire que j'avais avant. Et je suis tellement plus heureux, quoi. Je suis aligné, je me sens bien, je me regarde dans la glace, je me sens bien, je fais du sport. Je travaille moins, je m'occupe des gens que j'aime autour de moi. Croyez-moi, ça rend beaucoup plus heureux. Je vis beaucoup plus simplement. Je pars, j'ai pas pris l'avion pendant 2 ans, je mange moins de viande. Enfin, c'est l'exemple un peu traditionnel, mais tout ça s'est installé tout seul, finalement. En s'informant, le cerveau communique avec le corps et le C'est corps ça. comprend et on change un peu ses comportements de vie. Et tout ce qu'on croyait qui était difficile à faire et qui peut-être rendait potentiellement moins heureux, c'est tout l'inverse en fait. Donc si je te comprends bien, le pouvoir de la baguette magique, c'est de faire prendre conscience de tout ça. Et finalement, on pourrait conclure en se disant que chaque matin, quand on se regarde dans la glace pour reprendre ton image, on se sent quand même mieux, il faut l'avouer. Voilà, mieux et fier de contribuer à quelque chose de plus grand que soi en fait. On est 3 ici, je pense, à pouvoir Oui. confirmer. Puis, tu le dis bien, le bonheur est immatériel. Super. Ce sera Tisser le des mot de la liens, fin. tisser des liens et tisser des liens. Ce sera le mot de la fin, je pense. C'est un super message que tu nous laisses. Enfin, il y a plein de beaux messages que tu nous as laissés. Moi, j'invite les auditeurs et auditrices à réagir sur le lien qui est dans le descriptif du podcast. Il y a un lien répondeur vocal. On peut te laisser un message de gratitude, d'encouragement, de remerciement, un commentaire, une question. Et on se fera le plaisir de forwarder la question vers toi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à la playlist Paroles d'écopreneurs. YouTube, Candice, sur laquelle on va ajouter de
de plus en plus des sous-titres pour les sourds et malentendants pour qu'ils puissent lire le podcast pour Ouais. ceux qui ne savent pas l'entendre en sous-titrage de la vidéo. Fantastique. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.